Bienvenue à toutes et à tous, c'est Sébastien Bruno-Durand, le créateur du podcast indépendant Parlons de votre mental. Après une première saison avec 20 épisodes, avec des invités issus d'univers très variés, je repars à la rencontre d'incroyables personnalités qui, je l'espère, vous inspireront dans votre quotidien et viendront booster vos ressources psychologiques pour être performants dans vos réalisations personnelles, professionnelles, sportives et vous aideront à être bien dans vos baskets. Nos invités se livreront cette saison à un portrait chinois, parleront des actualités et projets qui les animent et des qualités mentales qu'ils utilisent depuis des années. Soft skills, confiance en soi, motivation, gestion des émotions, gestion des échecs, ainsi que leur capacité à rebondir pour toujours aller plus haut, plus loin, en étant toujours positif. Excellente écoute à toutes et à tous et découvrons avec plaisir notre invité du jour. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de lancer un nouvel épisode. Et aujourd'hui, je suis heureux d'accueillir Simon Noguera. Salut Simon. Salut Sébastien, merci pour ton accueil. Écoute, je suis très content Simon de t'accueillir sur le podcast parce que je t'ai découvert sur un reportage. Je trouvais ça incroyable. Et depuis, je me suis dit, il faut absolument l'avoir dans le podcast. Parce que il va nous parler de mental comme personne, je pense. Et ce que tu fais sur les toits de Paris ou dans les diverses activités que tu mènes, je trouve ça vraiment incroyable. Et du coup, je vais te laisser un petit peu la parole, comme ça tu pourras un peu expliquer aux auditeurs tes missions d'auto-entrepreneur et tout ce que tu réalises. Eh bien, merci de me donner la parole à ce sujet. N'hésite pas à m'aiguiller ou à me poser des questions, mais je peux faire une présentation large en disant que je fais du parcours, du freerun, donc j'ai un peu orienté ma vie dans une dynamique un peu de sportif. Et c'est vrai que je passe pas une journée sans arpenter la ville, progresser avec mes compétences et voilà, aller là où rares sont ceux qui vont, quoi. Donc, je me balade un petit peu partout sur l'architecture, en l'occurrence, puisque j'y vis. Tu m'entends bien? Ouais, je t'entends là, je t'entends. Ok. Donc, je te laisse me poser des questions si tu veux orienter les choses. Ouais, je t'inquiète pas, je vais t'en poser plein des questions, j'en ai plein. Parce que l'objectif, du coup, nous, c'est d'aller introspecter un petit peu ton mental et que tu puisses un peu nous expliquer un petit peu comment tu fonctionnes, pouvoir dépasser finalement ce que chacun ne pourrait pas forcément faire, quoi. Parce que moi, sur le toit de Paris, Très bien. je vais pas mijoter comme ça comme toi tu fais, quoi. C'est sûr. Évidemment qu'il y a des étapes, quoi. Moi-même, j'ai pas commencé en me jetant du haut des bâtiments. J'ai d'abord commencé par étapes et bien entendu très proche du sol en limitant les facteurs de risque au début. Et puis à force, c'est vrai qu'il y a des perspectives qui s'ouvrent à nous une fois qu'on a travaillé le corps et à défaut aussi un peu le mental, quoi. Il s'ouvre de nouvelles perspectives. Bah ouais, je vois ça. Du coup, alors dans le podcast habituellement, on fait toujours un petit portrait chinois de l'invité avant de commencer à parler de la thématique. Si t'es ok, du coup, on va faire ton petit portrait chinois. Je t'en prie. Alors si tu devais choisir une couleur, tu choisirais laquelle? Une couleur, le bleu. Et pourquoi le bleu? Couleur du ciel quand il fait jour, c'est toujours stylé, c'est chaleureux. Voilà, bon, dans le portrait chinois, l'objectif c'est une réponse mais une justification, pour nous. Si tu devais choisir un livre, tu choisirais lequel? En ce moment, j'aime beaucoup le livre de l'intranquillité de Fernando Pessoa parce que c'est écrit en aphorisme et que ça permet de lire assez rapidement et c'est de la poésie et ça me parle énormément. Si tu devais choisir un objet, lequel choisirais-tu? Une GoPro ou un appareil photo pour partager ce que je vois d'intéressant. Bon, il y a pas longtemps, je t'ai vu te trimballer avec
Une canette émotion sur les toits. Exactement, bien dit. Exactement, parce que c'est vrai que c'est une marque qui essaye de rendre un peu plus accessible, on va dire, et plus jeunes le côté soin et premier secours et voilà, et connaissance en ce sujet. Et donc, j'ai trouvé ça très intéressant. Et en effet, je prends dans mes affaires à peu près quotidiennement une petite canette, en effet, compose qui est composée de comment dire, de produits de première nécessité en cas de petites écorchures. Le monde est petit parce que aujourd'hui est sorti l'épisode de Tony, qui est l'entrepreneur qui a conçu ce système-là de petites canettes. Excellent. Et ben, grosse dédicace à Tony, grosse dédicace à lui parce que c'est lui qui m'a parlé de cette marque. Donc voilà, comme quoi, tu vois, les choses se croisent et finalement, sans le vouloir. C'est pour ça que j'ai pensé à la canette. Exactement, énorme. Si tu devais choisir une innovation, tu choisirais laquelle? Une innovation. J'ai aucune idée d'innovation. Je vais pas faire de choix parce que j'en ai pas de préférence. Je sais pas. Une innovation. Qu'est-ce que tu entends par là? Bah, ça pourrait être le téléphone portable, le satellite, bah, la canette, c'est une innovation, par exemple. La canette émotion. En effet. Tony a innové, là, avec sa canette. Parce que finalement, ça n'existe pas. En effet. En tout cas, ça n'existait pas dans un packaging aussi stylé. Mais non, je te l'accorde. Ça, c'est une innovation. Oui, tout. Moi, je sais pas. J'aime bien. Après, moi, je me sens pas inventeur dans l'âme, hein, donc je me sens pas concerné par les innovations. Je profite juste de ce que mes contemporains m'ont permis d'obtenir. Donc, tant mieux le téléphone, tant mieux l'accès au satellite. On vit dans une époque de fou avec des compétences dingues. C'est génial. Maintenant, de là à ce que j'en préfère une parmi toutes, bah non, pas spécialement. Ok, validé. Si tu devais choisir un moment de la journée que tu préfères, ça serait lequel? J'aime bien la nuit, le soir. S'il faut que je justifie ça, parce que je me sens plus réveillé et créatif à ces moments-là. Si tu devais choisir un art, Un art. L'art du mouvement, parce que là, je suis à fond dedans. bah ouais, c'est parfait, tout à fait. L'art du mouvement. Alors, si tu étais une qualité, tu choisirais laquelle? Une qualité. Je sais pas, une qualité. J'ai pas trop réfléchi à ça. Je passe très rarement d'entretien d'embauche, donc j'ai rarement le temps de réfléchir à ce que je trouve être des qualités ou des défauts. Est-ce qu'une qualité qui me plaît, Ouais, une qualité qui te caractérise. me caractérise? Tu fais des cuts dans ton podcast ou jamais? Si, je peux en faire. Pas de problème. Ça peut prendre de grands temps de réflexion. Ouais, je fais des cuts, je peux retravailler. Bah, une qualité, moi, une qualité que je vois chez toi, c'est l'habileté, quoi. Ouais, l'habileté. Pourquoi pas, en effet. J'avoue que j'ai pas. En tout cas, visuellement, c'est ce qui transparaît, quoi, tu vois. Dans un reportage, l'habileté que t'as avec ton corps à te mouvoir et à te déplacer, tel un chat sur les toits de Paris, quoi. Bien sûr, oui, une qualité à ce sens-là, dans ce sens-là, en effet, oui, c'en est une. L'aisance avec le corps, c'est une qualité, ouais, ça permet de pouvoir aller où on veut et c'est assez agréable. Allez, je t'en pose une petite dernière et après on parle de mental. Si
tu devais choisir une saison de l'année, laquelle tu choisirais? Ah là là, tes questions sont d'une difficulté énorme. J'aime beaucoup chacune des saisons parce que chacune a son lot de couleurs, d'odeurs, d'émotions, de temps de lumière, d'ensoleillement. Et le contraste entre chacun est magnifique et c'est cool de toutes les vivre. J'en ai pas une préférée. J'aime bien quand il y a beaucoup de couleurs en automne. J'aime bien le renouveau du printemps. J'aime bien malgré le froid de l'hiver. Et l'été, c'est génial quand on profite, on bronze. Non, j'aime bien le fait de pouvoir les vivre les quatre, quoi. Bon, bah, en tout cas, c'est top. En plus, tu dois les vivre différemment quand t'es sur un toit. Tu dois avoir quand même peut-être des préférences parce que quand quand il fait pas très très beau l'hiver enfin, c'est peut-être plus compliqué d'aller sur les toits, non? Non, c'est pas plus compliqué. C'est même quand il neige, c'est pas plus compliqué. C'est juste différent. C'est chaque chaque saison a son lot de lumière, de tout, et c'est vrai que tout est profitable. Bon, mais génial. En tout cas, t'étais déjà monté sur les toits alors qu'il y avait de la neige et tout? Ouais, Ah ouais, incroyable. il y Sous a quelques photos. sous la pluie aussi? La pluie, peu importe. Ouais. Après, le plus dangereux, évidemment, c'est la neige, hein, parce que ça glisse énormément plus. Là, moins quand c'est mouillé que quand c'est sec, parce que ce qui glisse là-haut, c'est le revêtement. Il y a une fine couche de poussière qui se pose sur le revêtement de zinc, et c'est la friction de la couche de poussière quand elle est pas humide, c'est ça qui glisse. Mais dès qu'elle est humide, elle s'agglomère au toit et ça glisse pas. Donc c'est paradoxal, mais voilà. Et peu importe le temps, c'est juste l'attention, la prudence et la concentration qui est de mise. Mais rien ne m'empêche, surtout pas les intempéries, d'aller où je veux encore. Bon, bah, en tout cas, génial, bravo. Et du coup, ça doit être assez incroyable de pouvoir voir les différentes saisons bah, à chaque fois du haut du toit et l'évolution finalement de l'environnement, quoi. Ça doit être C'est clair. trop génial. Alors, on va revenir un petit peu à nos moutons, c'est-à-dire le mental. Si t'inspire quoi finalement là ton parcours à ce jour? Euh, c'est quoi ta question exactement? J'ai pas très bien entendu. Je reviens un petit peu sur ton parcours et je te demandais un petit peu alors, qu'est-ce qui t'inspirait à ce jour ton parcours? Qui m'inspire, il m'inspire le présent, l'idée de d'apprécier et de valoriser ce que j'ai. Ce que j'ai, c'est un corps viable, fonctionnel. Et pour honorer ça, j'ai l'impression qu'il faut que j'en profite, quoi, que je vive avec et que je m'exprime au travers de ça. Et donc, je tâche tous les jours d'avoir conscience de la chance que j'ai et, euh, et de remercier l'absolu de pouvoir profiter en faisant ce que je fais. Ouais. Si je te dis C'est pas du tout clair, hein. À tout moment, tu peux me dire c'est pas clair en formule. ouais, y a pas de problème. Non, mais Okay. c'est tout à fait clair. Et D'accord. du coup, si je te dis la phrase rendre possible l'impossible, ça te parle? Oui. Et du coup, tu mets quoi derrière? Bah, je dirais que à partir du moment où on a envie de faire quelque chose et qu'on a du muscle et de l'esprit, tout est possible. Rendre possible ce qui est impossible, c'est un. Je veux dire que quelque chose est impossible, c'est partir du principe qu'on l'a défini comme tel, mais il faut travailler sur soi pour changer cette vision-là et changer l'impossible en possible. Il y a que nous qui percevons le monde autour de nous et c'est au travers de notre perception du monde qu'on décide si les choses sont possibles ou non, quoi. Ça t'est déjà arrivé? De quoi donc? Bah, du coup,
pensais que certaines choses n'étaient pas forcément possibles et finalement tu les as rendues possibles en changeant ta vision du monde? Bien sûr, à plein de moments. Moi, j'ai passé toute mon adolescence et ma fin d'enfance à m'approprier ma gestuelle. J'ai voulu pendant longtemps obtenir tel ou tel mouvement et j'en étais loin. Je suis parti de très très loin et il a fallu que je travaille sur mon corps et sur mon mental, parce que pour moi les deux sont très liés. L'un va avec l'autre et il a fallu que je travaille sur ça pour obtenir de nouvelles compétences. Et si à la place j'étais resté devant l'ordinateur, et j'aurais pas progressé d'un copec. Effectivement, devant un ordi, tu aurais juste fait travailler tes doigts et tes yeux. Exactement, j'aurais peut-être progressé dans d'autres domaines, parce qu'aujourd'hui les ordi donnent accès à un savoir indéfini, infinissable, mais comment dire, un savoir énorme. Mais voilà, je n'aurais pas progressé avec mon corps comme ça. Donc évidemment que chaque jour, j'essayais d'obtenir de mon corps des choses que j'avais pas encore. Donc il a fallu que je travaille dessus pour l'avoir. Donc c'était impossible jusqu'à ce que je l'ai obtenu. Le salto avant, le tel ou tel mouvement, voilà, c'était impossible, mais j'étais sur le chemin pour que ça le devienne, quoi. J'étais sur le chemin pour que ça passe de l'impossible au possible. Et du coup, c'est par l'expérimentation que tu as rendu les choses possibles, c'est-à-dire au fur et à mesure que tu as réalisé les choses, tu t'es amélioré et puis finalement tu es arrivé à ton objectif. Exactement. C'est que en se frottant à la difficulté que on progresse. C'est comme si on taillait dans la pierre et que la pierre c'était le corps, quoi. Le corps et l'esprit. Alors tu parles beaucoup de corps et tu parles beaucoup d'esprit, là on va parler de mental. Si tu devais définir ce mot mental, ça serait quoi ta définition à toi? Moi, je pense que c'est, à mon point de vue, c'est c'est la confiance que je donne à ma croyance d'être capable. C'est ça le mental. J'ai j'ai la capacité de pouvoir comment dire, laisse-moi réfléchir, j'assemble une petite pensée là parce que je me disperse. Le mental, c'est la capacité que j'ai à croire en mes compétences, en fait. C'est comment expliquer ça? Ok. Par exemple, moi, dans ma pratique, il y a quelque chose de très simple. Je vais prendre un exemple. Quand je veux faire un saut, par exemple, d'un trottoir à un autre, et pas très espacé, on va dire 1 mètre, voilà, un saut d'1 mètre d'un trottoir à un autre, il y a un mouvement dans ma pratique qui s'appelle le saut de précision. C'est on met les 2 pieds joints et on saute en pieds joints jusqu'à le lieu de réception, donc sur l'autre trottoir d'en face. Là, ça travaille pas énormément le mental de travailler ça sur un trottoir, parce que c'est à mon sens le corps qui est l'objet du travail au moment où on essaye de sauter d'un trottoir à un autre. Mais maintenant, si ce trottoir il est pas au sol, ou mettons c'était des lignes au sol, hein, ça peut être, voilà, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de travail de mental. Mais le mental, moi, je le place au moment où ce saut de 1 mètre, à la place que ce soit des lignes au sol ou un trottoir, et ben c'est 520 mètres, c'est 4 étages, c'est une chute entre les deux qui est possiblement mortelle. Là, dans ce cas de figure, le saut, il me viendrait pas à l'idée de le faire si je l'avais pas déjà fait au sol. Ça, c'est déjà une première chose. Il faut que mon corps sache le faire. Mais à un moment, je peux m'exposer à un saut qui est tellement effrayant que là, d'un coup, ça vient non plus. C'est pas le corps qui est pas capable de le faire, c'est l'esprit qui a l'impression. Enfin, c'est l'esprit, c'est le mental. Moi, c'est comme ça que je définis le mental. C'est le mental qui devient l'obstacle. Et du coup, à mon sens, le mental, c'est la capacité de croire que les choses sont possibles avant même de les entreprendre. C'est la capacité de faire les choses, de les projeter intellectuellement
Et si elles sont viables intellectuellement, rien ne pourrait les rendre impossibles dans la réalité. Est-ce que c'est clair? C'est très clair et c'est une définition très très intéressante que tu nous livres, de pouvoir finalement penser les choses intellectuellement pour se donner la possibilité de voir si c'est envisageable et de pouvoir ensuite, après s'y être projeté, bah du coup se lancer pour le réaliser. Et j'aime beaucoup cette définition que tu nous donnes. J'ai rarement eu cette réponse en tout cas et j'aime beaucoup ta vision, ta vision de cette définition. Eh ben, ça fait plaisir parce que j'avais l'impression de bégayer pendant longtemps, mais tant mieux si c'était clair. Non, c'était clair et très très intéressant. Est-ce que tu pratiques toi une préparation mentale? Je la pratique tous les jours. Je me confronte tous les jours à la perspective de mourir. Et à partir de ce moment-là, je considère que je suis l'élève de ça tous les jours. Alors quand tu dis la perspective de mourir, c'est-à-dire que quelque part tu as conscience des risques et du coup finalement tu fais avec quoi. Donc t'as pas peur de mourir non plus quoi. Non, moi j'ai travaillé toute ma vie pour aiguiser à la fois mon corps, donc le corps il est serein, il sait quoi faire, et à la fois ma capacité à être sûr de mes capacités, donc le mental. Donc aujourd'hui, je vais pas sur les toits pour me mettre. Je me sens juste vivant de profiter de ce que j'ai pu obtenir en travaillant mon corps. Et aujourd'hui, je travaille, j'ai l'impression de plus travailler mon mental et mon rapport à la peur ou à ma capacité de croire en mes capacités. Voilà, ça, je suis plus sur ce travail-là aujourd'hui qu'à l'époque où je me considérais plus comme un sportif. Là, aujourd'hui, je suis pas vraiment dans un délire de sportif. Moi, je me considère pas comme sportif. Je me considère comme un voyageur de la ville et je passe dans les recoins qui sont pas les rues ou les carcans habituels, quoi. C'est tout. Et tout ça en travaillant l'escalade, la gestuelle. Je me sens être un animal, tu vois, libre, mais je suis et voilà. Je sais pas où. Je te donne des bribes d'idées. Ouais, c'est des super bribes. Mais du coup, là j'avais envie d'embrayer un petit peu sur cette notion de confiance qu'il faut avoir en soi pour pouvoir faire ça. Est-ce que cette confiance-là, tu l'as toujours eue ou tu l'as acquis avec le temps? Ben non, bien sûr que je l'ai acquis avec le temps. J'ai pas été à l'aise instantanément. Pas du tout vis-à-vis du vide, pas du tout non plus vis-à-vis des capacités de déplacement que j'ai acquis avec le temps. C'est juste un travail quotidien, mais qui se confond avec de la passion. Donc le travail n'a pas du tout j'ai pas du tout un sentiment de labeur, tu vois. Au contraire, mais pourtant c'est un travail, quoi. C'est pas un amusement. Comment te dire? Évidemment que c'est amusant, mais c'est pas un jeu, tu vois. C'est parce qu'il y a quand même l'idée de la survie. Enfin, il faut pas mourir. Donc c'est pas un jeu, c'est sérieux quand même, tu vois, dans le sens où c'est du travail, quoi. Il faut y aller progressivement, il faut s'écouter, il faut écouter tout, tu vois. Moi, j'ai l'impression que tout est une question. Il n'y a pas que moi qui décide. J'utilise cette métaphore, mais je dis qu'il y a une question de planète qui s'aligne, tu vois. Par exemple, il y a des journées où je fais pas des choses parce que je les sens pas. Je les sens pas. Mais pourtant, dans ma projection mentale, ça passe, tu vois. Dans mon corps, ça passe, mais il y a quelque chose qui m'empêche. La température, je sais pas, mais voilà, j'ai l'impression que c'est détaché aussi de mon propre chef. Il y a une part d'inconnu, et pourtant voilà, c'est pour ça que c'est sérieux, que c'est un travail. Il y a cette part d'inconnu, il y a la possibilité de mourir, mais c'est pour ça que je te dis que je me confronte un peu tous les jours à l'idée de mourir. C'est parce que je vais tous les jours consciemment marcher, parce qu'on marche pas de la même façon sur un toit qu'au sol, hein. Au sol, on oublie très vite qu'on est en train de marcher et de faire un pas devant l'autre. Sur un toit, t'as pas le temps de penser à ta liste de courses, tellement chaque pas, chaque levée de genou, chaque contraction musculaire, elle est
elle est vécue en même temps de le faire, tu vois. Et l'esprit n'est pas détaché du corps comme il peut l'être dans un moment où finalement il oublie qu'il est périssable, le corps, tu vois. Il oublie qu'il va mourir. Et c'est vrai que d'aller sur les toits, d'être constamment à l'affût, en fait, j'ai l'impression que c'est ça la vie, que c'est vivre réellement quand l'esprit il est en train de faire ce que le corps est en train de faire, et il le fait avec dévotion et intérêt. Ça me fait kiffer l'union des deux, quoi. L'union du corps et de la pensée, du mental, de l'esprit, peu importe comment on l'appelle, mais la concentration, en fait. Oui, en gros, moi, l'idée qui me venait, c'est que tu étais connecté pleinement à toi, quoi. Ouais, d'une certaine façon, ouais. Et il y a souvent une question que je pose, mais bon, je sais pas comment tu vas y répondre, mais je te la pose quand même. Est-ce que tu penses qu'il faut se donner le droit à l'erreur? Oui, évidemment, mais ça dépend du contexte. Moi, dans ma pratique, que je me donne le droit à l'erreur quand je m'entraîne dans une salle avec des matelas, l'herbe, du sable, quand j'essaye de faire quelque chose d'innovant qui vient pousser les compétences de mon corps, je vais pas le faire, je vais pas prendre ce risque-là dans un environnement que je considère être risqué. Tu vois ce que je veux dire? Donc oui, faut évidemment accepter l'idée du risque. Sinon, je crois que si tu l'acceptes pas, tu progresses pas, t'évolues pas. Enfin, en tout cas vis-à-vis de ma pratique, hein. Si tu prends pas l'idée d'essayer quelque chose de nouveau, tu vas pas obtenir un nouveau mouvement en fait. Donc c'est en ça que je dis que la prise de risque, elle est inéluctable. Ouais, je pense qu'il n'y a pas que dans ton domaine, hein. Je pense que c'est dans tous les domaines. Il faut savoir sortir de sa zone de confort, aller Évidemment. prendre des risques pour pouvoir finalement agrandir sa zone de confort en explorant un petit peu plus chaque jour, quoi. Comme ça qu'on progresse, comme tu le dis très très bien, quoi. Tu as raison. Et je précise que je parle de la pratique parce que dans la tête, j'ai plein d'exemples de ma pratique et je parle de ça, mais c'est vrai que ça peut s'élargir. Mais si ça se trouve, il y a aussi des contre-arguments pour certaines choses, quoi, pour certaines pratiques. Mais bon, en effet, c'est assez viable pour tout, en fait. Évidemment qu'il faut sortir de son spectre pour l'élargir. Donc tu disais que tu allais quasiment tous les jours Ah ouais. gambader dans des endroits insolites. Alors du coup, qu'est-ce qui te motive à voilà, c'est quoi ta motivation? Qu'est-ce qui te motive au quotidien à aller arpenter les toits? Fixes des défis, tu te donnes des intentions, comment tu fais? Pas du tout, j'ai pas vraiment de défi. Et je pense que ce qui me motive le plus, c'est ce que je t'ai détaillé un peu avant, c'est cette sensation de vivre pleinement, tu vois, que je subis la même chose quand je marche sur les trottoirs, je subis ce que tout le monde subit, c'est-à-dire l'esprit qui divague et qui part loin du corps. Et finalement, j'ai pas l'impression que c'est ma place en bas, quoi, parce que en bas, je suis sujet à ça, à la, à l'idée de m'évader dans mon esprit et finalement de laisser mon corps loin de tout ça. Et c'est vrai que les toits me permettent de vivre ça. Et c'est ça que je vais chercher, en fait. Je pense que c'est aussi par amour de la découverte moi, j'ai l'impression de voyager dans la ville dans le sens où je sais pas où je vais. J'ai pas d'objectif. Je sais pas qu'est-ce que je vais grimper, en fait. Je marche et c'est au gré des rayons de lumière qui m'inspirent ou qui m'intriguent, des architectures. Voilà, je vais à droite, à gauche en fonction de mes sensibilités, tu vois. Et du coup, je pars à l'inconnu et ça m'amène à des endroits à chaque fois fous, quoi. Et moi, j'ai juste comme objectif derrière la tête que d'aller décrocher une photo, une vidéo, quelque chose de ce moment où je vais en excursion sur les sentiers, quoi. Mais c'est tout. Au-delà de ça, vraiment, ce que j'apprécie, c'est l'idée de l'ascension, de la déambulation là-haut, de la découverte de plein de choses, l'argile, les matériaux, le calme de là-haut, la distance avec Paris, je veux dire avec le bruit, avec tout, quoi. Et puis il y a personne, quoi. Il y a quelque chose de l'ordre de la solitude. C'est un jardin suspendu, c'est magnifique, quoi. Et puis il y a des petits animaux, il y a des pigeons qui se cachent dans les combles, quand elles sont à moitié ouvertes, ou des chats, des trucs comme ça. Ça c'est la vraie vie, quoi. C'est ça que je vais chercher là-haut, quoi. J'allais dire, tu dois croiser des animaux. Ok. Ah bah ouais, mais c'est cool. C'est cool.
Alors, une question qui me vient, c'est ok, ça t'arrive jamais d'avoir un peu de pression, un peu de stress dans certaines conditions quand t'es là-haut? Si, bien sûr. Ce qui se passe, c'est que je suis sujet des fois à... En fait, il faut comprendre que moi, quand j'escalade quelque chose, par exemple, je suis toujours avec moi-même. Ça veut dire que je suis là présentement à faire un pas devant l'autre, peu importe si j'avance sur des balcons, un échafaudage, une façade haussmannienne, peu importe, j'avance. Et s'il y a une étape en face de moi qui est douteuse, ou tu vois, où j'arrive pas à trouver de solution pour me hisser plus haut, et ben simplement, ce qui se passe à cet endroit-là, quand je cherche une solution, et ben je regarde et je projette mon corps faire, et puis en fonction de, de mon entraînement préalable, je vois à peu près ce qui est envisageable, tu vois, à l'œil, avant de le faire, tu vois. Et bien en fait, à force, ce moment-là, ce moment précis où je projette dans ma tête des hypothèses de trajectoire, et bien c'est là où en fait je me projette en train de potentiellement ne pas l'obtenir. Et c'est là où vient de la peur en fait. C'est dans cette idée de projection. Mais à chaque fois que je ressens cette peur, ou ce chemin en fait, c'est pas que, c'est-à-dire que, ou alors j'essaye d'affronter une autre possibilité, un itinéraire bis, tu vois. Mais ce que je veux dire par là, c'est que à chaque moment d'une ascension, il y a un florilège de possibilités, et à des moments, voilà, il faut se poser, réfléchir. Et si c'est pas possible, et que ça fait peur intérieurement dans la projection mentale, eh bien rien ne m'oblige à faire le geste. Je peux simplement refaire les gestes inverses et redescendre, ou redescendre un petit peu et arpenter sur le côté pour trouver une autre itinéraire. Donc évidemment que je ressens la peur de l'incapacité à faire telle ou telle chose, mais à chaque fois, étant avec moi-même, quand je ressens la peur dans la projection mentale, ben je la fais simplement. Ça veut dire que c'est pas dans mes capacités, et je rebrousse chemin d'une certaine façon, quoi, pour trouver un autre accès. Ou voilà, est-ce que c'est clair? C'est tout à fait clair. Donc du coup, en fait, finalement, toi, ton secret pour gérer un peu la peur, la pression, le stress, hein, ça serait de garder toute ta lucidité pour pouvoir trouver d'autres solutions, pour pouvoir, comment dire, te frayer un chemin et finalement continuer à avancer. Exactement. Exactement. La peur, c'est perdre le contrôle. Et l'idée, c'est, en tout cas, moi, au travers de ma pratique, je me suis entraîné à pas le perdre, le contrôle. Surtout pas accroché à une échelle très haut, ou accroché quelque part. Justement, j'ai passé presque toute ma vie à faire ça. Donc, je sais bien que c'est pas à ce moment-là qu'il faut se laisser embarquer dans un scénario intérieur qui fait flipper, en fait, et qui peut mener à des gestes qui peuvent causer des choses graves, quoi. Ah oui, effectivement. Effectivement. C'est intéressant ton approche une fois de plus là sur cette gestion du stress, d'être en capacité de garder toute sa concentration, sa lucidité pour pouvoir prendre les meilleures décisions à chaque moment, quoi. Bah oui. Je sais pas, ça me semble l'évidence. Après, c'est parce que je me suis rendu compte de quelque chose en ce qui concerne la peur. C'est que j'ai l'impression qu'il y a il y a deux styles de peur. Mais il y a une espèce de supercherie un peu avec la peur, dans le sens où il y a la peur concrète, et celle qui est très logique, c'est celle de la volonté de survivre coûte que coûte. Donc évidemment, toutes les peurs qui viennent au moment où la survie est légitime. Mais il y a un tas de peurs, quand même. Je sais pas si, voilà, je crois que ça coupe un peu. Elles sont légitimes, toutes les peurs qui viennent empêcher l'être de mourir. Mais il y a un tas de peurs qui sont totalement décorrélées de la mort, qui sont juste des peurs sociales ou d'intégration, ou de regard des autres, ou des choses comme ça. Et, euh, et ayant conscience de comment dire, presque l'inutilité de la peur secondaire, celle qui protège pas de la mort, et ben j'ai commencé à travailler un petit peu dans ce sens-là
la peur personnellement, voilà, quand je suis pas sur les toits, ou parce que moi aussi je subis ça de mon enseignement, de mon paradigme d'enfant, de plein de choses, fait que je suis pas à l'aise forcément avec dans l'échange et tout ça, mais je bataille avec ces peurs. Je suis pas à l'aise pour aller aborder des inconnus, mais je le fais quand même parce que c'est dommage que d'aller travailler la partie de moi et la partie de mes peurs qui sont très concrètes et pas travailler ces peurs absurdes et qui m'empêchent tout autant d'évoluer, tu vois, alors qu'elles sont beaucoup moins graves que la prise de risque dans les peurs secondaires ne mène à rien si ce n'est de la honte. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc je sais pas si ça emmène. Si, je t'entends très très bien et du coup, il y a quelque chose qui m'a interpellé tout à l'heure. Tu parlais du regard des autres. Est-ce que tu as déjà été confronté du coup au regard des autres? Oui, bien sûr, toute ma vie, comme tout le monde. Hein. Euh, Mais est-ce que du coup c'est un regard dont tu as dû t'affranchir pour avancer ou c'est ou voilà c'est plutôt le comment dire le regard des autres dans le comment dire dans le fait qu'ils croyaient pas vraiment dans tes capacités à réaliser ce que tu fais aujourd'hui. Qu'est-ce que tu entends par regard des autres? et le regard des autres, pense à la vie de tous les jours, à celle où il faut interpeller des gens, parler en public, dire dans des situations où voilà. Euh, c'est quoi exactement ta question? Excuse-moi. La question c'est bah, du coup est-ce que à un moment donné dans t'as dû t'affranchir du regard des autres parce que certains ne pensaient pas que tu arriverais par exemple à réaliser ce que tu fais aujourd'hui, c'est-à-dire grimper sur les Donc toits. c'est pas vraiment vis-à-vis du fait Ou, qu'ils ne pensaient pas être que j'étais capable, tu vois, de faire ça. C'est plutôt vis-à-vis du regard, juste le regard de l'homme qui observe un homme hybride, tu vois, l'homme logique de la société d'aujourd'hui. Il se tient debout, il se salit pas contre les murs, il se met du désinfectant sur les mains et il franchit pas les barrières. C'est ça le regard, c'est le regard de cet homme-là qui a toute ma vie qui m'a contemplé quoi. Moi j'étais tout jeune et puis mais c'est pas tant qu'on doute de moi, moi je m'en fous qu'on doute de moi ou de la capacité des trucs parce que j'ai aucun moi je fais que les choses par sensibilité. Je les fais parce que je kiffe les faire. Donc je m'en fous complètement que quelqu'un trouve que c'est mal ou que c'est pas à son goût ou quelque chose. Moi je sais être dans ma bonne voie. Donc je m'en fous du regard des gens à ce niveau-là, mais par contre c'est le regard tu vois, de la différence. En fait, c'est la différence. ouais, je comprends. Voilà. Mais Et non, c'est rien. C'est aussi moi-même. Tu vois, c'est dans le sens où la peur, qu'elle soit sociale ou quelque chose, c'est un scénario intérieur. C'est moi à l'intérieur de moi-même. Le regard de l'autre, il est peut-être innocent et dénué de jugement, mais c'est moi qui en fait un fardeau. Et ça, c'est à tout niveau. Les peurs, à mon sens, c'est un scénario intérieur. Et quand on se rend compte de ce subterfuge, c'est un peu plus évident de trouver des failles pour contourner les peurs, enfin les contourner, pour progresser sur ses propres peurs. ah ouais, du coup c'est un super travail sur soi-même. Ah ouais, à mon sens, tout n'est que travail sur soi-même. Même le monde autour de nous, il est défini en fonction de notre vision du monde à nous personnel, quoi. Il n'est pas celui des autres, c'est notre regard dessus. Donc s'il y a quelque chose à changer, c'est pas le monde autour de nous, mais c'est le regard qu'on porte dessus d'une certaine façon. Et ça, c'est ça. Et ben ça s'applique aussi au niveau de la peur, au niveau du travail sur soi, tu vois. Regardez. Du coup, tu parles de travail sur soi. Toi, au quotidien, alors en dehors de ton activité de monter sur les toits, mais est-ce que tu as d'autres activités qui te permettent de travailler sur toi? Bien sûr, mais plus personnellement, d'un point de vue professionnel, développement, principalement, je me balade sur les toits et je tâche de vivre au présent, mais une petite partie de moi a un tempérament d'entrepreneur et donc j'ai monté
j'ai vécu beaucoup de l'intermittence du spectacle, donc j'ai travaillé dans le spectacle, dans le théâtre, des choses comme ça. Puis après de l'auto-entreprise, donc facturer des clients dans la prestation de toutes sortes de choses, d'associations d'images de marque avec l'association avec l'image de ma pratique, quoi. Ou de la transmission, donner des cours de ce que je fais, ainsi de suite. Voilà, tout tourne autour de ma pratique. Et là, dernièrement, on a monté une SAS avec un associé et on travaille avec une équipe de sportifs et on place des talents sur des projets pro. Donc, on fait de la gestion de clients. Avec cette SAS, on monte des événements, de la compétition, des choses comme ça. Donc, on permet de faire vivre un peu notre écosystème. Et voilà, ça c'est parce que c'est une sensibilité personnelle de vouloir structurer des choses et de ne jamais avoir à bosser pour les intérêts de quelqu'un d'autre que moi. Oui, si on veut se renseigner sur ta structure, vous avez un site web. Oui, c'est la French Freerun Family. C'est un collectif qui a été monté en 2009. Au début, c'était une asso, mais nous, on l'a structuré en SAS. Et voilà, ça a toujours, c'est un groupe de freerunners qui mélangent chacun leur sensibilité. Et puis, il y a 3 personnes qui bossent dans l'image, la vidéo et la photo. Et il y a un ostéopathe. Et en fait, on avance ensemble dans cette volonté de travailler de notre passion commune qui est liée au mouvement, quoi. Et donc, ça s'appelle la French Freerun Family, où tu peux checker sur Internet. Ouais, c'est pour les auditeurs qui nous écoutent, qui seraient curieux d'aller voir un petit peu tout ce que vous proposez. Allez découvrir les auditeurs. Alors on arrive sur la fin du podcast, hein, et donc du coup de l'épisode. J'ai traditionnellement la volonté de laisser le mot de la fin à mon invité et de transmettre quelque chose qui pourrait lui faire plaisir. Est-ce que tu aurais quelque chose à transmettre à notre audimat? Bien, j'ai rien de particulier, mais je vais laisser couler la parole. On va voir où est-ce que ça va mener. De penser à ne pas rester enfermé chacun dans ses petites perceptions du monde et d'aller ouvrir à quelque chose de plus de plus personnel, il faut travailler sur soi pour faire changer le monde autour de soi. Il faut avoir confiance, il faut prendre des risques et il faut faire attention, bien sûr. Mais il faut savoir vivre au présent aussi, une bonne idée. Voilà, que de bonnes choses à tous les auditeurs du podcast de Sébastien. Mille merci pour l'invitation et hâte d'entendre tout ça. Voilà, j'espère que c'était clair. C'était très clair. En tout cas, merci Simon, merci pour ton temps. Merci un petit peu pour ta vision des choses, ta vision du monde, ta personnalité aussi qui est chouette à entendre et de pouvoir aussi moi mon objectif c'est aussi d'aller interroger, découvrir des personnalités différentes à travers ce podcast qui parle de mental, et je suis ravi d'avoir pu faire cette interview aujourd'hui. Merci à toi Sébastien, beaucoup. Très belle démarche, bon courage et bonne continuation. Si t'es arrivé jusque-là, c'est que cet épisode t'a certainement plu. Alors, merci d'abord pour ton écoute et ta fidélité. Et pour te remercier, je t'offre un cadeau. 30 minutes de coaching avec moi pour t'aider sur le sujet que tu souhaites. Pour obtenir ton cadeau, laisse un avis et un commentaire sur Apple Podcast via iTunes et fais une copie d'écran, tu me l'envoies, je te la partage dans la foulée sur mes réseaux sociaux et je te contacte également pour que tu me parles de ton mental. Bye bye à toutes et à tous, on se retrouve très prochainement pour un prochain épisode.